Nous allons aborder un sujet qui a été traité à la fois par des historiens, par des archéologues, par des philologues. Ce sont, je dirais, ceux qui travaillent habituellement sur les traces du passé et qui cherchent à l'interpréter. Mais le sujet que nous allons aborder aujourd'hui a également été approché par l'anthropologie et la psychanalyse. Par conséquent, il permet de voir que l'on peut tenter d'approcher des sociétés très très anciennes, puisque celle dont il sera question ici a plus de 2500 ans, par des disciplines liées aux sciences humaines qui sont quand même relativement récentes, puisqu'elles ont pris le ressort il y a seulement une centaine d'années. Je parle de la psychanalyse et de l'anthropologie. Ce sujet, c'est la société lacédémonienne au 5e et 4e siècle avant notre ère. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu cet adjectif, qui paraît très savant ou barbare selon, lacédémonienne, c'est un épithète qui vient de Lacédémone. Alors Lacédémone, je vais vous montrer sur la carte à quoi ça correspond. Vous avez ici une carte scolaire de l'enseignement secondaire où vous avez donc la Grèce ancienne, plus exactement le monde grec ancien, mais qui était beaucoup plus vaste que ceci, puisqu'il s'étendait sur une grande partie des côtes de la Méditerranée où les Grecs avaient fondé des comptoirs, des colonies. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Péloponnèse, et plus particulièrement la partie qui se trouve au sud du Péloponnèse, c'est cela Lacédémone. Voilà. Alors, dans cette partie que l'on appelle Lacédémone, il y a deux régions importantes. D'une part, la Messénie à l'ouest, et au centre et à l'est, la Laconie. Au centre de ce territoire qui est l'État lacédémonien, vous voyez qu'il y a une ville qui est Sparte. Alors ici, il va s'agir de distinguer un certain nombre de concepts. Ce que l'on appelle une cité grecque, ce n'est pas une ville. Pour deux raisons. Parce qu'une cité comprend un territoire que nous pourrions appeler un territoire urbain, mais aussi, il pourrait s'agir d'un village, d'un bourg. Ce n'est pas obligatoirement une ville. Et ensuite, autour de cette bourgade, de ce village ou de cette ville, vous avez un hinterland, on appelle le plat pays chez nous, mais chez les Grecs, ce n'est pas du tout le plat pays, parce que c'est un pays montagneux, c'est-à-dire un territoire qui est exploité pour la survie des habitants, autrement dit des campagnes, où l'on pratique l'agriculture et où l'on pratique l'élevage. Une cité, c'est en fait un État. Et ces États grecs peuvent être minuscules. Les deux plus grands États, ou les deux plus grandes cités-États du monde grec, ce sont justement Sparte et d'autre part Athènes, qui est la dimension du Grand-Duché du Luxembourg. Mais la plupart de ces cités-États sont des cités-États minuscules, de la dimension de Monaco, de la dimension, là c'est un État un peu plus grand que Monaco, du Liechtenstein. Voilà, donc les États grecs, les cités grecques, qui sont au nombre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers sur le pourtour de la Méditerranée, sont des mini-États.
mais ce sont des États dans la mesure où ils sont souverains, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de décider de leur destin et ils sont indépendants en matière d'affaires étrangères et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de paix ou de guerre. Donc ce sont vraiment des États, au plein sens du terme. Alors, en ce qui concerne le territoire de Lacédémone, je vais vous faire peut-être un petit schéma au tableau, pour que les choses soient bien claires. Mais ce schéma, entendons bien, ce n'est pas une reproduction de la carte, hein, c'est un schéma conceptuel. Vous avez au centre Sparte. Alors Sparte, c'est un territoire, je dirais, qui n'est pas l'État, puisque l'État c'est Lacédémone, entendons-nous bien, et même pas Lacédémone, on va voir que c'est encore autre chose. Mais Sparte, en fait, est constituée de 4 gros villages. Donc ce n'est pas comme Athènes. Si vous allez en Grèce, aujourd'hui, vous allez voir que dans les guides touristiques, il n'y a pas une visite de Sparte. Vous ne pouvez pas voir Sparte. Parce que Sparte était construite non pas en pierre, mais avec des matériaux périssables. Alors que si vous allez à Athènes, vous allez voir l'Acropole, le Parthénon, des monuments célèbres que l'on trouve dans tous les manuels scolaires. Donc à Sparte, ce n'est pas du tout ça. C'était 4 bourgs, des gros villages, 4 gros villages. Ça, c'est la première chose. Donc là, vous avez Sparte. Alors, maintenant, vous avez alors ici, je vais le représenter de forme conceptuelle comme un cercle. Alors là, c'est la cité. Alors là, c'est ce qu'on appelle donc la cité. Et je vous ai dit qu'une cité, c'est un bourg, une ville entourée de ses campagnes. Donc ça, c'est la cité. Alors, il y a un cercle supplémentaire qui est Lacédémone. Alors, Lacédémone, c'est quoi? Ce n'est pas une cité, c'est un vaste territoire qui est dominé par une cité, qui est la cité de Sparte. Donc, ce n'est pas comme à Athènes, ce n'est pas l'équivalent de l'Attique. Quand on dit, en général, Athènes est une cité, c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est l'Attique qui est un État-cité. Donc, la capitale, le cœur, est effectivement la ville d'Athènes. En fait, la cité, c'est l'Attique. Ici, l'État, c'est Lacédémone. Et alors, vous avez encore un cercle supplémentaire, ne vous en faites pas, je vais revenir sur tout ceci, qui va être ce que l'on appellera au 5e siècle plus tard, on appellera au 5e siècle donc la Ligue du Péloponnèse. Alors il ne faut pas confondre tout ceci. Il ne faut pas confondre les différents éléments que j'ai mentionnés au tableau. Vous avez bien compris que la cité, c'est ce que j'entoure ici en bleu. Tout ceci, c'est la cité de Sparte, qui comprend les 4 gros villages, plus le territoire qui sert à la survie de Sparte même. Et Lacédémone, en fait, tout ce qui se trouve ici autour, je vais le mettre avec des petits orange. Ce sont en fait d'autres cités, mais des cités vassales. Et ces cités vassales, on les appelle des cités périèques. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je ne vais pas insister maintenant. Je reviendrai tout à l'heure. Tandis que la Ligue du Péloponnèse, alors il faudrait que je trouve une autre couleur,
cité dominante pour contrer la puissance maritime, en particulier d'Athènes, qui avait d'ailleurs avant constitué aussi une alliance militaire, que l'on appelle la Ligue de Délos, à la suite des guerres médiques du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, c'était contre les Perses. Donc, ce qui est en rouge ici, ce sont encore d'autres cités qui ne font pas partie de l'État lacédémonien. Vous voyez l'État lacédémonien, c'est ceci, c'est la cité de Sparte plus les cités périèques, c'est-à-dire des cités vassales. Et la Ligue du Péloponnèse, c'est l'équivalent de l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, c'est une alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et la plus grande partie, en tout cas, de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale. Il y a eu la même chose à l'époque de l'Union soviétique, on appelait ça le pacte de Varsovie. Est-ce que c'est clair tout ça? Donc il ne faut pas tout mélanger. Sparte en tant que groupement de 4 villages, Sparte en tant que cité qui comprend non seulement la ville, entre guillemets, je vous ai dit que ce sont en fait 4 bourgs, gros bourgs, 4 villages, en fait, plus ces campagnes de la vallée de l'Eurotas, qui est le fleuve qui coule du nord vers le sud. Alors, Lacédémone qui est un État, et la Ligue du Péloponnèse qui est une fédération militaire. J'espère que les choses sont claires. Je voulais vous faire plutôt un schéma conceptuel ici, parce que ça apparaissait peut-être de manière moins claire sur la carte. Alors, vous voyez, donc, Sparte est ici, donc dans la vallée de l'Eurotas. Sparte s'est constituée à la suite de conquêtes, tout d'abord dans cette région-ci qu'on appelle la Laconie. Puis Sparte a conquis, à partir du 8e siècle avant notre ère, la Messénie, qui se trouve à l'ouest. Le tout va former donc l'État lacédémonien, et la Ligue du Péloponnèse, qui va être constituée au 5e siècle, va regrouper non seulement cet État qui est très grand à l'échelle du monde grec, avec toute une série de cités qui se trouvent au nord, mais aussi ailleurs. Pas seulement dans le Péloponnèse, mais aussi ailleurs. L'objectif, c'est effectivement de montrer la puissance d'Athènes. Bon. Alors, ceci étant dit, je crois vraiment que je peux rentrer maintenant dans mon propos. Le terme société lacédémonienne renvoie à l'organisation de populations. Il ne sera donc pas question ici à la vie sociale. Il ne sera donc pas question ici des institutions qui seront traitées au cours prochain. Il ne sera pas question non plus d'un certain nombre d'aspects de la société lacédémonienne dont j'ai parlé dans des cours précédents et que vous pourrez retrouver très facilement en consultant donc ma chaîne. Je pense à la condition féminine à Sparte, je pense aussi à la condition et au type de vie que menaient les jeunes à Sparte. J'ai déjà fait des cours là-dessus, donc je n'y reviens pas. Vous pouvez les consulter très facilement. Je ne vais pas non plus insister sur l'interprétation psychanalytique qui a été faite par un grand psychanalyste français, qui était aussi helléniste, au début des années 1960, Georges Devreux, qui a essayé de comprendre pourquoi les esclaves, c'est-à-dire les ilotes, acceptaient de se faire aussi facilement dominer par les guerriers, les Spartiates eux-mêmes. Il a donné une explication psychanalytique. J'ai fait des cours là-dessus, donc je vous renvoie, vous pouvez consulter très facilement et voir les cours que je vais donner là-dessus. Donc je vais me limiter ici à la société lacédémonienne, et mon plan va comprendre en fait 2 parties. Une première partie qui va porter sur Sparte, la cité spartiate elle-même, donc sur Sparte, et ensuite, il y aura une deuxième partie qui va concerner les cités périèques. Je vous ai dit que la cité, ou plutôt l'État
même pas un État, oui, je dirais plutôt la fédération, non, c'est pas une fédération, c'est-à-dire l'ensemble des territoires qui sont sous l'autorité de la cité spartiate, c'est ce qu'on appelle lacédémone. Ça comprend non seulement la cité, plus toute une série de petites cités. Alors, on a calculé, mais c'est une estimation, qu'il devait y avoir entre 80 et 100 petites cités qui étaient vassales de Sparte, qui étaient donc dans un lien de dépendance. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Ceci nous est fourni, cette indication nous est fournie, entre autres, par Hérodote, le grand historien grec, qui vit au 5e siècle avant notre ère, qui a publié des histoires. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, hein, puisque histoire, on devrait traduire littéralement par enquête. Et voilà ce qu'il écrit dans le livre 7. J'utilise ici le tome 2 de l'édition que j'ai, donc aux belles lettres, à la page donc 242. Après que les Grecs qui étaient aux Thermopyles eurent ainsi combattu, Xerxès, donc c'est le roi des Perses, appela Démarate, alors c'est un ancien roi de Sparte. Il l'interrogea lui posant d'abord cette question. Démarate, tu es un honnête homme, j'en juge par la vérité de tes paroles, car tout est arrivé comme tu l'avais dit. Dis-moi donc maintenant combien il reste de Lacédémoniens. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Spartiate et Lacédémoniens, c'est pas la même chose. Et combien d'entre eux valent ceux-ci comme guerriers, ou si tous également le valent? Ô roi, répondit Démarate, donc le roi de Sparte, le nombre est grand de tous les Lacédémoniens, et ils ont beaucoup de villes. Pourtant, ce que tu veux apprendre, tu vas le savoir. Il y a en Lacédémone une ville Sparte qui fournit environ 8000 hommes. Tous ceux-là sont égaux à ceux qui ont combattu ici. Les autres Lacédémoniens, on comprend que ce sont les Périèques, en fait, les cités Périèques, ne leur sont pas égaux, mais braves cependant. Donc on voit bien que Lacédémone, c'est Sparte, plus les cités Périèques. Donc en fait, c'est bien la partie en bleu ici, plus ceux qui apparaissent sous forme de petits cercles orange. Je vous ai dit que mon plan comprenait, mon cours allait prendre, comment dirais-je, allait être constitué de deux parties. Une première partie Sparte, une deuxième partie les cités Périèques. Je commence donc par Sparte. À Sparte, je vais d'abord envisager les citoyens, et puis il sera question des esclaves. Les citoyens, ce sont des hommes libres, et par définition, les esclaves, ce sont des hommes non libres. Et pas seulement des hommes, tandis que les citoyens, ce sont exclusivement des hommes. Donc les femmes ne sont pas citoyennes, les enfants non plus. Je vous rappelle que ça peut vous paraître étrange, mais il a fallu attendre longtemps pour que le droit de vote soit accordé aux femmes dans un pays soi-disant très développé et démocratique comme la Belgique. Il a fallu attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale pour qu'elles puissent voter d'abord dans des élections communales et pour les élections législatives au Parlement, on a dû attendre le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fallu, elles ont voté pour la première fois en 1948. Donc vous voyez, il y a un peu plus, il y a une soixantaine d'années, donc c'est 70 ans, 70 ans, si je calcule bien. Donc vous voyez, c'est très récent tout ça. Donc il ne faut pas considérer que c'était des barbares, parce que les femmes n'étaient pas citoyennes. Donc elles n'avaient pas le droit de voter, et elles n'avaient pas le droit d'être non plus éligibles à quoi que ce soit. Elles étaient sans droit, en fait. Alors, dans la cité spartiate, il y a deux types de forces. Comme d'ailleurs la plupart du temps dans toutes les sociétés, il y a des forces centripètes, c'est-à-dire des forces qui poussent à l'intégration des citoyens, et il y a des forces centrifuges, c'est-à-dire des forces qui conduisent à la désagrégation. Si vous avez un rapport de force entre les forces, j'allais dire positives d'intégration et les forces négatives de désintégration, si le rapport de force
n'est pas bon. À un moment donné, c'est l'éclatement de la cité. On est bien d'accord. Il peut y avoir des révoltes. Hein, ce que les Grecs appellent la stasis. Hein, la fin de la concorde entre les citoyens. Alors on va voir comment cet équilibre délicat fonctionne à Sparte. Alors, il y a trois forces centripèdes. Il y a tout d'abord les tribus et les obailles, dont il va être question dans un instant, et il y a d'autre part les sysitia. Alors, de quoi s'agit-il? Comme dans les autres populations doriennes, il y a trois tribus. Mais en fait, on ne sait rien sur ces tribus à Sparte. On connaît leur nom, mais on ne sait pas quel rôle elles ont joué dans l'intégration des citoyens. Elles ont dû jouer un rôle à une époque lointaine, mais pour l'époque classique, puisqu'ici j'étudie le 5e et le 4e siècle, on ne voit pas très bien quel rôle elles ont joué. Il existe à côté des tribus une autre forme de regroupement, une autre institution que l'on appelle les obailles, au singulier oba. Là, non plus, on ne sait pas très bien quel était le rôle de ces obailles. On sait qu'elles n'étaient pas trois, mais on sait qu'elles étaient au moins 5. Et dans ces 5, il y en avait 4, enfin on connaît le nom d'au moins de ces 5, comme on connaît, il y en avait peut-être plus d'ailleurs, hein. Il y en a 4 qui portent le nom des gros villages dont il était question tout à l'heure, qu'on pourrait appeler des quartiers, des quartiers à Sparte, mais qui ne sont pas vraiment des quartiers, en fait, ce sont 4 gros villages qui sont installés, implantés à proximité les uns des autres, tout simplement. Donc, il y a 4 obailles qui portent le nom des 4 gros villages qui constituent donc la ville de Sparte. On ne sait pas quel fut leur rôle, en tout cas aux époques lointaines, et plus particulièrement si elles avaient encore un rôle à l'époque classique, 5e et 4e siècle. Alors, en revanche, on en sait beaucoup plus sur les sysitia. Alors en français, on dit les sysities. Alors les sysities, en fait, ce sont des repas en commun. Il y avait 2 formes de sysities. Il y avait d'une part des banquets qui étaient organisés, mais à des occasions tout à fait particulières, qui étaient des fêtes, des cérémonies, en fait, il fallait qu'il y ait une commémoration. Mais il y avait à côté de ça aussi des sysities, donc des sysitia en grec. C'est en fait oui, ça s'écrit, comme vous le voyez, c'est pas évident, hein, c'est S-Y-2-S-I-T-I-A, sysitia, hein, il y a 2 S. D'ailleurs, il y a un autre nom, mais ça je vais vous le lire dans un instant, c'est chez Plutarque, sauf erreur de ma part, pour désigner en fait ces banquets. Et donc, au singulier, c'est sysition, c'est un neutre singulier, sysition. Donc on dit un sysition, des sysities, mais sysities, c'est pas un féminin comme on pourrait le penser, c'est un masculin pluriel, sysitie, même s'il y a ES à la fin. Ça va? Alors, je viens de vous dire en fait de quoi il s'agit de repas en commun. Eh bien, figurez-vous que ces repas en commun avaient un rôle tout à fait essentiel d'intégration des citoyens à Sparte. Même si, il faut y apporter une nuance, on va voir qu'il y a dans cette institution des éléments qui, par rapport au projet initial, comportent des forces négatives. Alors, je vais vous lire un passage tout d'abord d'Aristote, alors qui est tiré des Politiques. Voilà, je prends ici l'édition Garnier-Flammarion. Je prends la page 186, en fait c'est donc dans le livre 2, chapitre 9.
Alors, n'est pas bonne non plus la législation relative au repas hors commun, appelée fiditive. Mais c'est la même chose que cicity, hein, ce sont des termes qui sont équivalents, synonymes, tel que l'a établi son fondateur. Il fallait mieux, en effet, que ce genre de réunion soit à la charge des finances publiques, comme c'est le cas en Crète, alors que chez les Laconiens, je vous rappelle que la Laconie, c'est la partie qui se trouve au centre de la Cédémone et à l'est, alors que chez les Laconiens, chacun doit apporter sa part. Et comme certains sont extrêmement pauvres et ne peuvent pas engager cette dépense, il en résulte le contraire de ce que voulait le législateur. Le contraire. Je vous ai dit hein, qu'il y avait... Voilà, vous savez, si vous connaissez en tout cas la guerre des étoiles, c'est la force obscure, hein, la force, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a à l'intérieur de quelque chose qui est positif, il y a quelque chose qui, de l'intérieur, est en train de manger, parce que cette institution qui se voulait égalitaire et presque communiste, mais pas communiste dans le sens du XXe siècle, eh bien, il y a quelque chose qui fait que ça va évoluer, au contraire, vers quelque chose d'inégalitaire. Car son intention, c'est que l'organisation des repas en commun ait un caractère démocratique, alors que la manière dont la loi les institue est rien moins que démocratique. En effet, il n'est pas facile aux gens trop pauvres d'y prendre part. Et, d'après la définition traditionnelle de la citoyenneté qui accouche chez eux, en est exclu celui qui ne peut pas apporter cette dépense. Donc, vous voyez, hein, donc tout le monde est censé participer, mais si vous n'avez pas les moyens de payer votre nourriture, il y a un gros problème. Vous vous excluez de vous-même, alors que c'est votre statut social, comment dirais-je, ce sont vos revenus qui vous excluent de ces repas. Donc, c'est pas, comment dirais-je, ça ne correspond pas à l'idéal initial de Lycurgue ici, hein, le fondateur. Alors, maintenant, je vais vous lire un autre texte, tiré de Plutarque cette fois. Alors, Plutarque, j'essaie de trouver le bon passage. Alors, Plutarque est l'auteur de ce qu'on appelle des vies parallèles. Il a écrit de très nombreuses vies où il y a, pour l'essentiel du volume, il n'y a pas que ça, sont mis en parallèle d'une part un grec et d'autre part un romain. Et il y a comparaison entre deux vies. Et ici, moi, je ne m'attache qu'à l'aspect qui nous concerne immédiatement. Voilà. Alors, je prends la vie de Lycurgue, qui est donc une des biographies rédigées par Plutarque. Alors, Plutarque, lui, vit pendant la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, donc bien plus tard, vous imaginez, ça fait 500 ans plus tard, par rapport à ce dont il est question ici, 500 ans plus tard, et dans le premier tiers du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc il a vécu entre 46 de notre ère et 126. Pour vous situer un petit peu. Donc chapitre 12, dans la vie du Lycurgue. Pour en revenir au repas public, les Crétois les appellent Andreia, hein, avec aner en grec ça veut dire l'homme, andros c'est génitif, qui a donné androgyne, vous connaissez des tas de mots qui viennent de là, et les Lacédémoniens Fiditia. On se groupait par table de 15, un peu plus ou un peu moins. Chaque convive apportait par mois un médine de farine, donc c'est une unité de mesure, 8 conges de vin, 5 livres de fromage, 2 livres et demi de figues, et en outre, pour les denrées supplémentaires, une forte petite somme de monnaie. Donc vous voyez que si vous n'avez pas les moyens, ça pose un petit problème. Maintenant, je vous ai dit que ces banquets ont une fonction sociale essentielle. Il s'agit de la cellule de base, donc à Sparte, au 5e siècle avant notre ère. Les banquets, les sysities,
ont une fonction à la fois d'uniformité du comportement des spartiates, donc on peut parler, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, on peut parler de formatage. Vous savez, hein, on est tous construits psychologiquement, intellectuellement et socialement dans un même moule. C'est une caractéristique d'intégration typique de toutes les sociétés. Pensez chez nous. Là, chez nous, ce n'est pas les banquets, c'est la télévision qui fait que tout le monde finit par penser de la même manière. Si vous regardez, vous allez me dire, ben oui, ben, il y a des chaînes différentes, sauf que toutes les chaînes produisent à peu près les mêmes spectacles. Là, vous êtes d'accord, hein, les mêmes programmes. Toutes les chaînes vont tomber sur des séries américaines, des policiers, enfin, dire, la stratégie de toutes les chaînes est la même, puisqu'elles sont là pour faire de l'audience, c'est-à-dire pour faire de l'argent, et donc on essaye évidemment de trouver comment dirais-je, le plus petit commun dénominateur de tous les téléspectateurs, et c'est ce qui fait que, évidemment, le niveau est à la baisse, il n'est pas à la hausse, hein, parce que si c'était des programmes élitistes, on regarde Arte, même Arte, vous savez, même Arte ou d'autres voilà, d'autres chaînes, la plupart du temps, on se laisse aller, on regarde RTL, on regarde TF1, on regarde, bien sûr, de ne pas se casser la tête, hein. Voilà, avec des programmes. Vous connaissez, je ne suis pas ici pour décrire, mais donc la télévision a un peu le rôle, si je puis dire, il y en a d'autres, hein, il y a les clubs de foot, et il y a plein d'autres choses, hein, quand vous regardez un match de foot et que vous voyez des centaines, voire des milliers de personnes qui sont en train de faire une aula au même moment, vous voyez très bien ce que c'est que la sociologie collective. Il y a une intégration, c'est que tout le monde voilà, est en train de vivre la même chose, et à tel point que même si vous n'êtes pas amateur de football, si vous êtes au milieu, hein, comment dirais-je, sur des gradins au milieu des supporters, mais vous allez être emporté inévitablement. Hein, sinon, vous allez vous faire taper dessus parce qu'on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type, c'est un traître. Voilà. Donc, il y a un phénomène d'intégration, certainement. Et donc, quand je dis intégration, ça va plus loin que là, c'est d'uniformité, donc de formatage. Alors, il y a aussi, je viens de vous indiquer l'aspect financier qui se pose ici, il y a aussi l'aspect compétition. Et ça, c'est un élément qui va dans le sens du projet du fondateur, de Lycurgue, c'est-à-dire que quand vous êtes riche, vous savez que les gens riches, ben, c'est pas seulement pour profiter égoïstement dans leur petit coin de leur fortune, il y a le côté m'as-tu vu, il y a le côté prestige. Hein? Les gens qui achètent une belle voiture, c'est pas pour la regarder tout seul, à moins d'être un petit peu maniaque. Ça existe, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui aiment bien rouler en voiture pour être vus avec leur belle voiture. Hein. C'est un côté social incontestable. Donc ici, les riches, ils vont, comment dirais-je, partager une partie, vont faire des dons pour que les gens participent à ces repas, mais c'est en même temps humiliant pour les autres. Vous comprenez? C'est qu'on devient le client, on devient dépendant du riche. Donc on n'est pas du tout dans une situation égalitaire. Maintenant, nous allons passer à un autre aspect qui est la fonction politique. Quand je dis la fonction politique, que je distingue de la fonction sociale, c'est que à Sparte, ces banquets, ces repas en commun, ces syssities, sont des lieux qui rassemblent des hommes, je veux dire entre 10 et 15 hommes, où l'on peut s'exprimer en toute liberté. Mais ces groupes sont secrets. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, mais vous ne pouvez pas y participer. Et c'est dans ces repas en commun que l'on va pouvoir émettre ses avis, mais ce sont des groupes secrets, je vous le dis, et on n'a pas intérêt à avoir une pensée trop hétérodoxe, parce que sinon on est rejeté. Donc on est libre, entre guillemets, c'est vrai, mais en même temps, il ne s'agit pas de sortir des sentiers battus. C'est nouveau, hein, je vous parlais de la télévision. C'est comme si vous êtes membre d'un parti politique, à un moment donné, si vous ne finissez pas par penser un petit peu au moins comme les autres, ben vous
vous allez avoir des soucis, vous allez être exclu. Ou alors, de manière plus subtile, à notre époque, on va dire, ben, il s'est exclu de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne procède pas à l'exclusion du membre, on dit, ben, il s'est exclu de lui-même. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Ces sociétés fonctionnent d'ailleurs un petit peu, ce n'est pas des sociétés initiatiques, hein, mais dans la mesure où il y a le secret, il y a la libre expression. Mais je vous ai dit que cette libre expression est quand même bridée par l'esprit du groupe, comme dans n'importe quel groupe. Vous savez très bien que si vous êtes un petit peu soit la tête de turc, le bouton noir ou quelqu'un qui fait un peu le malin, ben, vous allez vous exclure. Donc on a intérêt d'être dans une ligne médiane. Eh bien, donc là, ça fait un petit peu penser, me semble-t-il, à des sociétés secrètes qui existent aujourd'hui, même si l'idéal n'est pas le même, mais où on a beaucoup parlé de politique, par exemple au XIXe siècle, ce sont les loges maçonniques. Eh bien, ça fait un petit peu penser à ça. Ça fait un petit peu penser à ça. Sauf qu'on a mis beaucoup de fantasmes là-dedans. Bon, évidemment, il y a des tas de gens qui s'imaginent qu'il y a des tas de complots et que, évidemment, ça c'est la presse qui... et puis alors, il y a eu surtout les mouvements d'extrême droite, fascistes, nazis, les catholiques d'abord, avant, qui ont imaginé que finalement la politique se faisait uniquement dans les loges. C'est pas tout à fait faux, à une certaine époque, au XIXe siècle, le Parti libéral en Belgique, on peut considérer que les loges maçonniques étaient un petit peu des excroissances du Parti libéral, parce qu'on y organisait des élections, des choses comme ça. Mais à l'heure actuelle, tout ça, c'est complètement dépassé. Et heureusement, je dirais. Alors, donc, à côté de ces forces centripètes, il y a des forces centrifuges. Je viens quand même de vous dire que dans les repas en commun, il y a les deux. C'est une formidable force d'intégration sur le plan social et sur le plan politique. Mais en même temps, il y a en germe des éléments qui, très clairement, renvoient à des différences de classe sociale, avec des conséquences du type humiliation, gêne, voilà, et exclusion. Alors, parmi ces forces centrifuges ou de désintégration, je vais évoquer un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les éléments qui ont rapport avec l'économie et la société, et puis dans un deuxième temps, les éléments qui ont rapport avec la politique. Autrement dit, il sera d'abord question de la propriété privée, il sera question ensuite des inégalités sociales, et dans un troisième temps, il sera question de ce qu'on appelle l'oliganthropie. Je vais évidemment revenir sur ce terme qui va être défini. Alors, nous allons partir tout d'abord de textes, parce que l'histoire, hein, ce n'est pas quelque chose qui relève de la spéculation. Bien entendu, plus les époques sont reculées et plus on doit formuler des hypothèses, mais qui ne restent que des hypothèses. On ne peut pas affirmer. Mais les hypothèses, il faut les formuler, parce que sinon, alors on se tait, et voilà, donc il faut quand même essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc, en histoire, on doit travailler avec des documents. Et pour l'Antiquité, on peut heureusement travailler sur base de documents écrits. Je vais procéder comme tout à l'heure en vous lisant des textes de Plutarque tout d'abord. Alors, premier texte de Plutarque. La deuxième des réformes politiques de Lycurgue. Alors Lycurgue, c'est le fondateur légendaire de la cité spartiate. Et la plus audacieuse fut le partage des terres. Il faut faire attention. L'historien, et je vous ai déjà donné un certain nombre d'éléments dans des exercices que nous avons fait ensemble, même s'ils sont peu nombreux, puisque vous êtes en première année, on aura l'occasion d'en faire beaucoup plus tard, on ne doit pas prendre les informations pour argent comptant. On doit se poser des questions. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des intérêts derrière tout ça? Et donc ici, on va essayer de distinguer ce qui relève du mythe et ce qui relève de la réalité. Parce que vous savez, toute société fonctionne avec des mythes. Et des mythes, dans les sociétés modernes, il peut y avoir des idéologies de type mythique, il y a pu y avoir le nationalisme qui existe toujours. On imagine et on construit tout un discours sur le fait que sans les étrangers, les choses iraient mieux. Et tout ça relève d'un mythe qui n'est pas très sympathique, mais enfin bon,
Voilà, il y a des gens qui construisent des mythes comme ça, et c'est ces idéologies qui voilà, font fonctionner et permettent à la société de tenir. Voilà, il se fait que dans nos sociétés, il y a des idéologies concurrentes, mais il y a toujours, comment dirais-je, une idéologie dominante, qui est la pensée néolibérale, ce qu'on appelle aussi la pensée. Donc, je reviens ici à mon point de départ. Donc, la deuxième des réformes politiques de Lycurgue et la plus audacieuse, c'est le partage des terres. Il régnait à cet égard une terrible inégalité. Donc, on vous présente Lycurgue comme quelqu'un qui va trouver la solution. La question est de savoir si la manière dont ça va appliquer est vraie ou pas, parce que l'historien, là, il est là pour étudier la réalité, il n'est pas... voilà. Et l'on trouvait dans la ville beaucoup de personnes dénuées de propriétés et de ressources, la richesse étant absolument concentrée en un petit nombre de mains. Pour bannir l'orgueil, l'envie, la malfaisance, la débauche et des maux plus invétérés encore et plus grands pour l'État, la pauvreté et la richesse, Lycurgue décida ses concitoyens à mettre toutes les terres en commun et à en opérer la redistribution. Ils vivraient ainsi désormais les uns avec les autres, sans exception, sur un pied d'égalité, ayant chacun le même lot de terre et, par conséquent, les mêmes moyens d'existence. Ils ne chercheraient la supériorité que dans la vertu, puisqu'il n'y aurait pas d'autre différence, ni d'autre inégalité que celle que détermine le blâme du vice et l'éloge du bien. Joignant l'acte à la parole, il partagea entre les périèques, vous savez ce que c'est les périèques, donc, la terre de Laconie, divisée en 30 000 parts. Donc, on parle ici d'une partie qui entoure la cité de Sparte. Du territoire de Sparte, proprement dit, il fit 9 000 parts. C'est en effet à ce chiffre que montaient les propriétés des Spartiates natifs. Voilà. Alors, ici, on vous parle de parts. Alors, donc de lopins de terre, 9 000 lopins de terre. Alors, ces lopins de terre, le terme utilisé en grec, c'est kléroi. Kléroi. Au singulier, kléros. Alors, telle que présentée ici, la réforme de Lycurgue apparaît vraiment comme une solution. On imagine difficilement, évidemment, une population qui, vous avez des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres, comme ça que les riches laissent des posséder, évidemment les pauvres ont crié victoire, c'est pas possible, mais enfin, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. C'est faire ça dans notre époque. On dit voilà, on installe comme ça un système où on met tous les compteurs à zéro, tout ce qui existe, que vous soyez pauvre ou riche, on met tout ensemble et on divise en 9 000 parts. En Belgique, autant de parts qu'il y a de citoyens. C'est bien que c'est une vision un petit peu idéalisée, quand je dis un petit peu, même certainement. Donc ça relève du mythe. C'est une idéologie qui est là pour faire, comment dirais-je, pour assurer la cohésion de la société dans sa représentation politique. C'est de l'ordre de la représentation. Alors, je vais vous lire un deuxième texte maintenant, toujours tiré de Plutarque. Alors, ici on est toujours dans la vie de Lycurgue, chapitre 16. L'enfant qui venait de naître, donc à Sparte, le père n'était pas libre de l'élever. Il allait le porter dans un endroit nommé l'éché, où les plus anciens attributs siégeaient. Ils examinaient l'enfant et, s'il était bien constitué et vigoureux, ils ordonnaient de le nourrir en lui assignant une des 9 000 parts de terrain. Donc on retrouve cette idée de division du sol, donc en parts égales. Mais alors, les choses n'ont pas dû se passer si bien que ça. Donc, première phase, il y a l'inégalité. Deuxième phase, il y a Lycurgue qui vient et qui dit, bon, maintenant, on met les compteurs à zéro, tout le monde a une part égale, parmi les citoyens spartiates. Et puis alors, dans une autre vie qui se trouve toujours dans les vies parallèles de Plutarque, dans la vie d'Agis. Agis, en fait, c'est un roi spartiate. Le début de la correction, c'est le chapitre 5. Page 91 dans mon édition. Le début de la corruption et du malaise de l'État lacédémonien coïncide à peu près avec le moment où il brisa l'hégémonie d'Athènes et se gorgea d'or et d'argent.
Cependant, tant que le nombre des patrimoines fixés par l'étude restait le même, et que le père laissait sa part de terrain à son fils, autrement dit un système héréditaire, le maintien de cet ordre et de cette égalité compensait tant bien que mal, pour l'État, les fautes commises par ailleurs. Malheureusement, un homme influent, mais de caractère arrogant et pénible, du nom d'Épitadée, eut à remplir la charge d'efforts. Les efforts, ce sont les surveillants. On verra ça dans 2 jours ensemble, lorsqu'on étudiera donc les institutions. Et à la suite d'un dissentiment avec son fils, donc Épitadée, il promulgua une loi disposant qu'il était permis de donner sa maison et sa terre de son vivant, ou de les laisser par testament à qui l'on voulait. Donc on présente ici en fait que tout le bazar va venir en fait d'un règlement de compte personnel entre un père et son fils. On sait bien que c'est nouveau de l'ordre du mythe. On ne peut pas expliquer de la légende, peut-être pas du mythe, mais de la légende. Alors, il satisfaisait par cette mesure une rancune personnelle, mais les citoyens, par avidité, l'acceptèrent et la ratifièrent, ruinant ainsi leur meilleure institution, car désormais les puissants achetaient sans compter les successions et évinçant ainsi les héritiers légitimes. Et bientôt l'aisance s'étant concentrée en peu de mains, la pauvreté envahit la ville. Elle amenait la servilité, l'indifférence aux biens, et aussi l'envie et la malveillance envers les possédants. Il ne subsista, tout compte fait, dans la ville, pas plus de 700 spartiates, mais oui, parce que la citoyenneté est obligatoirement liée à la propriété, à la possession en tout cas d'une terre. S'il y a de moins en moins de terres, parce que les terres subissent l'effet du processus de concentration du capital foncier, il y a de moins en moins de citoyens, puisque si vous n'avez plus de terre, vous n'êtes plus citoyen. Vous comprenez le problème? Et sur ce chiffre, il y en avait peut-être 100 qui possédaient un lot de terre. Le reste du peuple croupissait sans ressources et sans honneur, ne déployant dans les guerres étrangères ni activité ni entrain et guettant toujours à l'intérieur l'occasion d'un bouleversement et d'une révolution, le fameux stasis dont il était question tout à l'heure. Donc vous voyez, on présente, en tout cas, plus tard présente les choses comme résultant d'une querelle familiale, et qui fait que, finalement, tous les gens qui ont envie d'acheter des terres et qui ont apparemment de l'argent de côté, achètent, et il y a une concentration des patrimoines. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui deviennent très très riches et d'autres qui deviennent très très pauvres. Donc en fait, on voit ici que l'idée d'une société égalitaire est de l'ordre de la représentation politique, en tout cas dans un premier temps, et puis qu'après, on est vraiment dans une société inégalitaire. Maintenant, nous allons passer aux inégalités sociales. Donc, je viens de vous dire ici qu'il y a bien à Sparte, non pas des citoyens qui sont tous égaux, ce qu'on appelle à Sparte, on ne dit pas des citoyens, le mot qui est utilisé pour citoyen à Sparte c'est homoioi. Vous pouvez regarder ça. Donc homoioi. Les homoioi, en fait, ça ne veut pas dire les égaux, ça veut dire les semblables, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais la possession, la propriété d'une terre, plutôt la possession, en fait, on présente les choses comme une possession. Parce qu'une possession, une propriété, ce n'est pas la même chose. La propriété, c'est quand ça vous appartient à vous. Quand vous êtes dans un logement qui n'est pas à vous, vous le possédez, vous en avez l'usage, mais vous n'en avez pas la propriété. Vous êtes d'accord? Et donc, en fait, on est dans une société, non pas où il y a de nombreux petits possesseurs, puisque la question est de savoir si toutes ces terres continuent à rester la propriété de l'État, et qu'en fait, vous n'êtes que les usagers lorsque vous possédez un cléros de la terre qui vous permet de vivre, sur laquelle vous avez des esclaves, des ilotes. Donc toute la question est de savoir si vous êtes un usager ou si vous êtes un propriétaire, plus que vraisemblablement. Il y avait à Sparte, vraiment, la propriété privée existait bel et bien, et l'idée d'une propriété d'État dont les citoyens ne seraient que les usagers
bien, relève d'une mauvaise interprétation. C'est ce que souvent on a considéré, c'est de l'ordre légendaire, tout ça. Donc on est bien dans une société de classe sociale. Et on vous dit qu'il y a toujours la menace, d'ailleurs, de la lutte de classe, hein, puisqu'on vous parle de la menace de la révolution. Maintenant, sur le plan politique, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a un deuxième élément qui relève de ces forces centrifuges, de ces forces de désintégration, c'est la réduction du corps civique. C'est-à-dire que le nombre de citoyens se réduit avec le temps. J'ai lu des textes là-dessus, hein, vous les avez entendus. Hein, puisque s'il y a de moins en moins de propriétaires de terre, ben, il y a de moins en moins de citoyens, de facto. Et ce phénomène de réduction, donc, du corps civique, ça s'appelle l'oligantropie. Oligantropie, dans l'oligantropie, vous avez deux mots. Hein, anthropos qui veut dire l'homme, et oligos, vous avez déjà entendu ce mot, des oligo-éléments, etc. Ça veut dire peu. Donc quand on dit une oligarchie, c'est un système politique où ceux qui commandent sont peu nombreux. Ça va? Donc l'oligantropie, c'est un système, c'est plutôt un terme qui renvoie moins à une décroissance sur le plan démographique qu'à une réduction du corps civique. C'est pas la même chose, hein. J'ai bien insisté là-dessus. Je vais lire des textes. Vous avez cours juste après? Non? Alors, je peux continuer avec vous, hein, parce que sinon, ça va faire un petit souci. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, de toute façon. Alors, d'abord un texte de Xénophon. Alors, Xénophon, c'est un auteur qui vit à cheval sur le dernier tiers du 5e siècle avant notre ère et sur la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça va? Vous avez retenu? Dernier tiers du 5e siècle, première moitié du 4e siècle avant notre ère. Il dit ceci. Donc, dans la République des Lacédémoniens, donc j'utilise ici l'édition Garnier-Flammarion. Je prends la page ici 435. En fait, ce sont les premières lignes du chapitre 1er, donc de la Constitution des Lacédémoniens, ou de la République des Lacédémoniens. Donc, premier paragraphe. Je songeais un jour, c'est Xénophon qui parle, que Sparte, qui compte parmi les États les moins populeux, donc ici il fait référence à un aspect démographique, a été de toute évidence le plus puissant, le plus illustre de la Grèce, et frappé de ce fait, j'en cherchais la raison. Mais quand j'eus considéré les institutions des Spartiates, je cessais de m'étonner. Et puis alors, il y a tout ce qui suit. Hein. Alors, arrivé à ce point, je vais reprendre un texte de Plutarque. Donc vous voyez, un historien, quand il travaille, doit chercher de tous les côtés pour essayer de trouver exactement les documents qui lui permettront de construire une démonstration. Mais pas une démonstration qui aille dans son sens, parce que chaque fois qu'il y a un élément nouveau, ben, l'historien il doit reconsidérer complètement les choses d'un point de vue critique. Vous vous souvenez peut-être que dans la lecture que j'ai faite tout à l'heure du chapitre 5 de la vie d'Agis, j'ai dit ceci: il ne subsista, tout compte fait dans la vue, pas plus de 700 Spartiates. Ça situe en 242 avant Jésus-Christ. 242. Donc, vers 480 avant notre ère, c'est-à-dire en gros 240 ans plus tôt, vers 480, il y aurait eu 8000 guerriers, donc 8000 citoyens. À partir du milieu du 5e siècle avant notre ère, le nombre de citoyens va décroître progressivement. On va passer à 5000, à 4000, à 3000, au point
qu'en 242 avant notre ère, il n'y a plus que 700 citoyens, vous imaginez? Mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a eu vraiment une dépopulation? Ou est-ce qu'il y a eu tout simplement une réduction du nombre de citoyens? Suite à la paupérisation, des gens qui ont dû vendre leurs biens parce qu'ils ne s'en tiraient plus dans la vie. Et d'autre part, parce qu'il y a eu des riches qui étaient de plus en plus riches et qui pouvaient acheter de plus en plus de terres. Donc vous voyez que l'oligantropie nous renvoie plus à un phénomène politique, le problème de la citoyenneté, sous-tendu évidemment par un problème économique et social, qu'à un problème démographique. Alors, enfin, je vais vous lire un passage tiré cette fois d'Aristote. Alors, c'est toujours tiré des Politiques, livre 2, j'utilise toujours l'édition Garnier-Flammarion, page 182. Je suis donc dans le chapitre 9, je vous l'ai dit. Alors, à la suite de ce que nous venons de dire, en effet, on pourrait critiquer les dispositions relatives à l'inégalité de la propriété. Car les uns en étaient arrivés à posséder un patrimoine beaucoup trop important, alors que d'autres en avaient un minuscule. Ce qui fait que la terre était tombée entre les mains d'un petit nombre de gens. Petit nombre de gens, c'est de ce concept qui est tiré le mot oligantropie. Un petit nombre de gens. Oligantropie. Ça va? C'est ça que ça veut dire, hein, ce mot français qui vient du grec. Ceci aussi du fait de mauvaises dispositions législatives, car alors que le législateur avait fait, et il fit bien, de l'achat et de la vente du fonds de terre de chacun un acte honteux, il avait donné licence à ceux qui le voulaient de le donner ou de le léguer. Donc vous voyez, pas la même chose. Donner, léguer, et d'autre part, acheter, vendre. On n'est pas dans le même type de raisonnement. Mais il y a un vice à partir du moment où vous pouvez donner et léguer. Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement concentration du capital. Or, le résultat est nécessairement le même dans un cas comme dans l'autre. C'est la concentration du capital foncier. Alors, on parle d'un certain nombre de choses. J'ai fait aussi un cours, que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne, qui porte justement sur le problème de l'oligantropie à partir d'un texte. D'ailleurs, c'est ce texte même ici d'Aristote que je ne prends que quelques éléments. Aussi, les faits eux-mêmes ont-ils rendu manifeste combien cette organisation de la répartition des richesses était vicieuse. Et d'ailleurs, la cité ne supporta pas le premier revers et périt par manque d'hommes. Le nouveau manque d'hommes, c'est l'oligantropie, le manque d'hommes. Ça va? Vous retenez bien ça? Homme étant entendu ici, hein, dans la notion de citoyen. Ça va? Mais oui, on vous a expliqué, je crois que c'était un an plus tard, qu'à partir du moment où vous êtes plus citoyen, mais pourquoi vous continuez à vous battre, etc., de la même manière, si vous n'avez de toute façon plus rien à dire dans les institutions que nous allons étudier dans 2 jours. Ça va? On n'est pas motivé de la même manière, hein? C'est un petit peu logique. Alors, maintenant, il s'agit d'essayer de comprendre les causes de tout cela. Il y a des causes donc structurelles, on les a vues sur le plan économique, sur le plan social. Il y a des causes démographiques, mais il ne faut pas les majorer par rapport à la réalité des choses, qui est d'origine économique et sociale, avec des incidences importantes sur le plan politique. Mais alors, il y a aussi des explications de type conjoncturel, parce que c'est vrai, il y a par exemple la référence chez Thucydide qu'il y aurait eu, dans les années 470, un tremblement de terre qui aurait causé un grand nombre de morts. Thucydide, ce n'est pas confirmé par d'autres auteurs, mais donc, il y a pu y avoir effectivement des réductions de la population. Il peut y avoir aussi, pensez à ce qui s'est passé en Chine pendant 2 générations, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la politique de l'enfant unique qui a été imposée par les autorités chinoises, parce que bon, à un moment donné, on ne parvenait plus à nourrir toute la population, donc il y a eu 2 générations de Chinois qui pouvaient avoir qu'un seul enfant.
Maintenant, cette mesure a été revue tout à fait récemment et on peut avoir 2 enfants. Hein, c'est récent, ça. C'est récent. Parce que la politique a changé, et puis parce que la Chine est en période d'expansion économique. Donc on n'est plus du tout dans la situation de la Chine de l'époque de Mao et voilà, de la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Donc maintenant, depuis maintenant 30 ans, la Chine, comment dirais-je, a connu une grande croissance économique et donc peut se permettre effectivement d'avoir des familles où il y a 2 enfants, puisqu'on peut les nourrir maintenant. Ça a changé. Pensez également à la France de l'Ancien Régime, 17e, 18e, 16e, 17e siècle. Il y avait une réduction naturelle, je dirais, du nombre d'enfants. Pourquoi? Ce n'était pas lié, voilà, au fait qu'il y avait des maladies, enfin tout ce qu'on connaît, il y avait effectivement bon, des maladies, des famines, voilà, il y avait des guerres, c'est-à-dire que bon, quand on avait en général des enfants, ben, il y avait une proportion importante des enfants qui décédaient soit la première année après leur naissance, soit plus tard, avant 5 ans. Donc c'était très fréquent, ça aussi. Mais il y avait des décisions, et ça on remarque, c'est un phénomène qui s'explique par le système de la propriété. Quand vous avez, allez, imaginez, vous avez 4 ou 5 garçons qui survivent. Comment on fait lors du partage? On doit partager, en 4 ou en 5, mais après 2 ou 3 générations. Qu'est-ce qui reste du patrimoine de l'aïeul? Mais rien du tout. Donc, on devait s'auto-limiter. Et la solution qui a été trouvée, et contrairement à ce qu'on croit, pour des gens qui ne connaissent pas la littérature spécialisée, hein, de démographie historique, les gens croient qu'effectivement, les paysans se mariaient tôt. Ah, mais non, c'est pas vrai du tout, ça. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les gens ne se mariaient pas tôt. Au contraire, ils se mariaient très tard, les paysans, pour réduire la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. Donc on se mariait vers 25, 27 ans, ce qui était très tard par rapport à l'espérance de vie à cette époque-là. Donc maintenant, quand on vit en couple, je dirais, avoir un premier enfant, ça se fait relativement tard, même si depuis 1 an ou 2, on voit que ça se fait un petit peu plus tôt qu'avant. Enfin, pendant longtemps, disons que les 10 ou 15 dernières années, on avait de plus en plus tard ces enfants, 28, 29, 30 ans, alors que la génération des parents, c'était 23, 24 ans. Mais pour d'autres raisons. Maintenant, si on veut, effectivement, si on commence à avoir des enfants relativement tard, c'est justement parce qu'on veut être bien assuré dans sa vie, on veut pouvoir leur donner la meilleure éducation qui soit, mais aussi parce qu'ils ont envie d'en profiter un petit peu, d'avoir des enfants. Ça, ce sont, voilà. Mais il y a différents éléments, mais surtout parce qu'on a une espérance de vie beaucoup plus longue. Ça va? Tandis qu'à cette époque-là, on retardait l'âge du mariage pour éviter justement une division du patrimoine sous la France d'Ancien Régime. Et donc ici, on peut imaginer aussi, et ça c'est de l'ordre des hypothèses, on n'a aucun élément tangible, alors que pour la France ou pour la Chine, là on le sait, ça c'est sûr à 100% pour les époques que j'ai mentionnées. Mais on peut imaginer aussi que pour éviter un morcellement de la propriété du patrimoine familial, on ait effectivement réduit le nombre d'enfants que l'on souhaitait. Parce que sinon, ça devenait insupportable. Il y a un rapport, si vous voulez, entre les capacités de subsistance et d'autre part le nombre d'enfants. Hein. Ce serait irréaliste. Hein. Ceci dit, ce sont des hypothèses. Hein. Ce sont des hypothèses. Voilà. Alors nous allons passer enfin aux esclaves. Les esclaves, les ilotes. Alors il y a certains auteurs qui ne parlent pas d'esclaves, qui parlent de serfs. Bon, je crois qu'on peut franchement parler d'esclaves, en fait. Quelle est l'origine de ces ilotes? Les ilotes, en fait, ce sont, à l'inverse de ce que l'on trouve à Athènes, par exemple, dans d'autres cités grecques, les ilotes, ce sont en fait des indigènes, autrement dit des natifs. Indigène, ça vient de mot grec, qui veut dire ceux qui sont nés sur place. C'est ça que ça veut dire indigène, hein, parce que quand on entend l'expression en France, par exemple, les indigènes de la République, on renvoie justement
hein, aux Arabes. Non, c'est justement pas ça. Un indigène, c'est une personne qui est née sur place. Tu vois, c'est un aborigène, si je puis dire. Si vous êtes belge et que vous êtes né ici et que vos parents étaient belges aussi, vous êtes un indigène. Moi, je suis belge, je suis un indigène, en fait. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est celui qui est né à l'intérieur d'eux, étymologiquement. C'est ça que ça veut dire, un indigène. Bon. Donc, ce sont des natifs. On utilise le mot natif, par exemple, pour les populations indiennes au Canada ou aux États-Unis, ça y est, les Indiens, quoi. Hein. Il est natif, né aussi. Hein. Bon. Alors, ces esclaves, donc, ils ne sont pas importés. Ils se reproduisent sur le territoire. En fait, lorsque les Spartiates ont commencé à conquérir d'abord la Laconie, avant le 8e siècle, et à partir du 8e siècle, la Messénie, je vous montre où ces territoires se trouvent. Donc, la Laconie, en fait, c'est la vallée de l'Eurotas, c'est tout ceci, en fait. Hein, et la Messénie, c'est la partie occidentale du sud du Péloponnèse. Donc, les Spartiates ont d'abord conquis la vallée de l'Eurotas. L'Eurotas, c'est donc ce fleuve qui descend, qui coule du nord vers le sud, vers la mer Méditerranée. Hein. Ils ont d'abord conquis cette région-ci, puis ils ont conquis la Messénie. Donc, il y a deux sortes de ilotes, ou plutôt deux provenances des ilotes. Ce sont les ilotes qui étaient là en Laconie, et puis alors, il y a eu la conquête de la Messénie, il y a des ilotes qui étaient des indigènes, si je puis dire, mais donc ce sont bien des Grecs, hein, qui étaient là. Donc ce sont des populations qui ont été asservies. Donc, les ilotes, ils n'ont pas été achetés à l'extérieur, ce ne sont pas des prises de guerre, en tout cas, des prises de guerre, mais tellement lointaines, ce ne sont pas des prises de guerre récentes. Ce n'est pas les Spartiates qui les ont achetés sur un marché d'esclaves, je ne sais pas, en Asie mineure ou sur des îles. Par exemple, Délos, c'était un marché où on vendait des esclaves, par exemple, au 2e, 3e et 2e siècle avant notre ère. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui sont nés sur place. Ça, c'est la première chose. Leur nombre. Les ilotes étaient au moins 10 fois plus nombreux que les Spartiates eux-mêmes, les Spartiates que les citoyens. Donc vous imaginez une région où il y a 10 fois plus d'esclaves que de citoyens. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça finalement, les Spartiates. Je vous ai dit que vers 480 avant Jésus-Christ, il y en avait 8000 peut-être. Et je vous ai dit qu'il n'en a plus que 700 en 242. On est bien compte que c'est rien du tout, en fait. Et donc, il y en avait certainement 10 fois plus. Donc, c'est quelque chose. Alors, ça peut, et ça explique même certainement, le rapport entre, d'une part, les Spartiates, les homoioi, hein, ceux qui s'appellent les semblables entre eux, et d'autre part, ces populations asservies. Autrement dit, pour pouvoir dominer les ilotes, quelle solution y avait-il? La solution au quotidien, c'est évidemment le mépris. Donc c'est un petit peu, je dirais, comme quand les Blancs ont colonisé, je dirais, l'Afrique, mais enfin bien plein d'autres régions dans le monde, ils considéraient les populations africaines, les populations indiennes ou asiatiques comme les moins que rien. Je vous rappelle que en Indonésie, en Inde, ou dans beaucoup de pays, enfin tous les pays qui étaient colonisés, dans les restaurants, ou devant les restaurants, il y avait une petite pancarte comme ça, ne sont pas amis les indigènes et les chiens. Donc, vous imaginez, comme forme de mépris, on ne peut pas imaginer pire. C'était comme ça en Inde jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, avant l'indépendance. C'était comme ça en Indonésie. L'Indonésie qui était une colonie, c'était des colonies néerlandaises. C'était comme ça aussi au Congo, hein, les Belges. Donc il y a le mépris. Et un psychanalyste qui s'appelle Georges Devreux a montré
qu'il y a eu une intériorisation par les indigènes, par les Ilotes ici, de ce mépris des Spartiates à leur égard, au point que ceux-ci se soient vraiment considérés comme des inférieurs. Vous imaginez quand vous naissez dans une région où vous êtes méprisé, il y a deux solutions possibles. Soit vous vous intégrez, à moins de devenir fou, et vous dites, ben oui, bon, voilà, c'est l'ordre naturel des choses, c'est normal que je sois dominé, puisque voilà, même si vous êtes beaucoup plus nombreux. Et puis il y a une deuxième réaction, c'est la révolte, bien sûr. Et il y a eu des révoltes de Ilotes qui ont fait très peur. Alors, comment fonctionnaient les Spartiates, les Homoioi? Régulièrement, ils allaient, un petit peu comme dans La planète des singes, si vous avez vu le film, tiré du roman de Pierre Boulle, ils allaient chasser les Ilotes, comme si c'était la chasse. Voilà. Donc ils partaient avec leurs armes et tout, et alors on se faisait la main. Donc vous imaginez la terreur parmi la population des Ilotes. Et donc on leur faisait peur, et c'est cette peur et cette répression régulière qui permettait aux Homoioi, aux Spartiates, de maintenir une stabilité, un équilibre qui était évidemment très précaire. Quelle était la fonction des Ilotes? Et c'est l'essentiel, c'était qu'ils devaient exploiter les terres au profit des Spartiates, parce que les Spartiates avaient un métier et un seul, c'était de se préparer à la guerre. Autrement dit, quand vous étiez Spartiate, vous aviez comme profession d'être un militaire. C'était tous des soldats, si vous voulez. C'était tous des guerriers. Mais quand vous êtes à la guerre, ou quand vous vous préparez à la guerre, parce que les Spartiates ne faisaient pas la guerre tout le temps, mais ils vivaient en caserné, c'est l'équivalent de caserne. Il faut bien quelqu'un qui travaille à votre place. Or, le travail était quelque chose qui était déconsidéré à Sparte. Donc c'était quelque chose qui était pas propre. Voilà, on salissait les mains, quoi. C'est un petit peu comme les nobles, on est chez nous, hein. C'est seuls les paysans qui devaient se salir les mains. D'ailleurs, on reconnaissait quelqu'un quand c'était un fouillard ou quoi, quand il disait, ah ben voilà, moi je ne suis pas du tout un paysan, on demandait, mais montre-moi tes mains. Et en fonction des mains, ben, on pouvait dire, ah ben toi, quand vous avez les mains propres, les mains blanches, ben là, effectivement, c'est un signe de noblesse. Même chose, hein, pour la peau. Vous avez déjà vu les paysans ou les ouvriers qui travaillent à l'extérieur, mais dans les pays méditerranéens, ils ont la peau burinée, ils ont la peau foncée, tandis que ceux qui vivent dans des villas, au Moyen-Âge, dans des palais ou dans des châteaux, là, ils ont la peau claire. Donc la peau et les mains, ce sont des signes, effectivement, que l'on se salit, que la nature vous oblige à gagner votre vie par le travail. Donc on est dans un système d'exploitation. Alors je vous avais dit que mon exposé comprenait deux parties, et que la deuxième partie, après avoir étudié la société à Lacédémone, et plus particulièrement à Sparte, puisque Lacédémone comprend deux en fait, entités. D'une part la cité de Sparte, et d'autre part un territoire qui comprend toutes les autres cités, qui sont les cités périèques. Eh bien, donc nous arrivons aux cités périèques. Alors, contrairement à ce que vous trouverez dans certains manuels, les périèques, ce n'est pas une classe sociale. Parce que moi, je me souviens avoir appris, quand j'étais dans l'enseignement secondaire, qu'à Sparte, il y avait trois classes sociales. Il y avait les citoyens, les guerriers,
qu'il y avait les ilotes, les serfs, les esclaves, et puis qu'il y avait une troisième catégorie qui était les périers. Donc moi je croyais que c'était bon, hein, un peu, je savais que c'était des non-citoyens, c'est en tout cas ce qu'on nous enseignait en tout cas à l'époque. Hein. Je savais que c'était des non-citoyens, je savais qu'ils étaient libres, mais pas citoyens, mais je croyais qu'ils vivaient à Sparte. Mais c'est pas ça du tout en fait. Périèque signifie étymologiquement ceux qui habitent autour de Sparte, autour. Dans périèque, vous avez péri qui veut dire autour en grec. Vous connaissez certainement des tas de mots qui appartiennent à la même famille. Un périple. Un périple, c'est quand on fait un voyage autour de. Un périmètre, le périmètre, c'est ce qu'il y a autour de la surface. Ça va? Un périscope, c'est ce qui permet de voir autour. Hein? Voilà. Et alors, périèque, le ek, en fait, ça vient d'un mot grec qui est oikos. Oikos, qui veut dire maison. Donc les périèques, ce sont ceux qui habitent autour de la maison. Ici, maison, vous pouvez l'entendre en tant que patrie, la patrie des Spartiates, la maison. La maison des Spartiates. Et c'est comme ça que je pensais, c'est pas je pensais, c'est qu'on nous l'enseignait comme ça. C'est-à-dire que j'avais des professeurs d'histoire qui n'étaient peut-être pas très au fait, c'est pour ça qu'il est indispensable que vous ayez. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner aux sources. Hein. C'est pas pour vous embêter que je lis de l'Aristote, du Xénophon, Hérodote et les vies parallèles de Plutarque. C'est que l'histoire se construit à partir de documents. Et donc, ceux qui lisent les manuels, qui apprennent dans les manuels, et qui ne retournent pas aux sources, et de manuel en manuel, vous avez parfois des fautes qui se répètent de génération en génération. Et donc je pensais, parce qu'on me l'enseignait comme ça, que c'était l'équivalent de 3 classes sociales que l'on trouvait à Athènes. Il y avait à Athènes les citoyens, il y avait à Athènes les esclaves, l'équivalent des ilotes, et puis il y avait un troisième groupe qui était les métèques. Donc je pensais que, voilà, que les périèques c'était l'équivalent des métèques, sauf que ce n'était pas tout à la même chose. En fait, c'était au fond des non-citoyens, donc des gens libres, mais qui vivaient là. Et les métèques, c'est quoi? Métèques, ça veut dire en fait étranger. Entendons-nous bien. Mais métèques, là, ça ne veut pas dire, ça vient de 2 mots grecs. Méta, ça ne veut pas dire autour, ça veut dire à côté de. Et ek, c'est la maison. Donc un métèque, c'est quelqu'un qui est à côté de ma maison. C'est un étranger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'étymologie. Parce que quand on ne fait pas d'étymologie, on ne comprend pas. Je ne dis pas qu'il faut avoir fait du grec. Mais au moins, on comprend ce que les mots veulent dire, et donc, du coup, on comprend le concept. Et on ne dit pas de dire, parce que j'espère pour vous, un certain nombre de futurs enseignants, professeurs d'histoire, et vous ne risquez pas de dire des bêtises, parce que je suis sûr que ce que je vous ai dit ici, vous allez vous en souvenir. Parce que justement, je fais référence à l'étymologie, et puis bon, je vais essayer de vous montrer ça d'une manière graphique, et ça, ce sont des choses qui restent en général. Voilà. Alors, les cités périèques. Je vous ai dit que les cités périèques, ce sont bien des États. Autrement dit, tous les petits cercles ici, orange, ce sont tous des États. Je vous ai dit qu'il y en a entre 80 et 100. Pour l'instant, les archéologues n'ont pu fouiller qu'une trentaine de sites où l'on a découvert effectivement des traces de cités périèques. Mais ça se limite à presque rien du tout. C'est pas des... Vous voyez, on ne sait presque rien. De la même manière qu'on sait, sur le plan architectural, presque rien de Sparte non plus. On connaît essentiellement... Vous voyez les textes que je vous ai dit, vous avez remarqué, il n'y a aucun auteur spartiate ici. Aristote, c'est un Athénien, Plutarque qui vivait à l'époque romaine, Xénophon et Hérodote, c'est la même chose, ce ne sont pas des Spartiates. Donc, autrement dit, on connaît les Spartiates par des sources d'autres Grecs, par des Athéniens essentiellement. Voilà. Et donc, on ne sait presque rien, sinon par d'autres. Et donc, sur les périèques, on ne sait pas grand-chose, sinon par des sources écrites, mais par l'archéologie.
Si vous allez, je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez à Sparte aujourd'hui, ben vous allez rien voir de Sparte. Vous allez être déçu. Vous allez avoir des ruines, mais ce ne sont pas des ruines de l'époque classique. Vous allez avoir des ruines, en fait, qui remontent à l'époque byzantine, à l'époque où les Byzantins étaient à Sparte. Parce que là, ils avaient une citadelle, Mistra. Et ça remonte au Moyen-Âge. Ça ne remonte pas à la Sparte de l'Antiquité. Donc vous ne verrez rien de Sparte. Alors si vous allez, je vous ai dit, à Athènes, alors vous allez voir encore des tas de bâtiments. Tous ne sont pas d'ailleurs d'époque classique. Hein. Il y a aussi des bâtiments d'époque romaine à Athènes aussi. Hein. Voilà. Alors, les cités périèques, je ne vais pas vraiment vous en parler sur le plan social, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Je vais plutôt vous en parler sur le plan politique ici. Alors, sur le plan politique, il y a deux notions très importantes deux concepts politiques très importants chez les Grecs. Je vous rappelle que politique vient d'un mot qui est polis, qui veut dire la cité, justement, en grec. Hein. En latin, c'est kiwitas, la cité. Hein. En grec, c'est la polis. Hein. Donc, transcrit en écriture latine, P-O-L-I-S. Hein. Vous savez que P-O-L-I-S, si vous voyez ça en Turquie sur le dos de quelqu'un, ça veut dire la police, mais ce n'est pas la même chose. Ça va, c'est vraiment ceux qui sont chargés du maintien d'ordre, parce qu'en turc, on écrit comme on prononce. Donc, c'est pas C-E, hein, c'est P-O-L-I-S en turc. La police, celle qui dans des régimes dictatoriaux, il vaut mieux s'en mettre ailleurs aussi d'ailleurs. Mais enfin, en particulier dans des pays comme la Turquie, je veux dire, on n'a pas trop intérêt à marcher en dehors des passages cloutés. Hein. C'est évident. Bon, alors, il y a deux notions importantes, c'est d'une part l'autonomie et d'autre part la liberté. Alors, les cités périèques ont leurs propres institutions. Donc, ils se dirigent eux-mêmes, mais sur le plan local. En revanche, ils ne possèdent pas la liberté. Alors, je ne veux pas ici être pédant, mais autonomie, ça vient de deux mots grecs. Hein, dans autonomie, vous savez que auto, ça veut dire soi-même, et nomos, ça veut dire la loi. Ça veut dire, donc, vous faites votre propre loi à l'intérieur de votre territoire, mais uniquement pour les affaires intérieures. Et même pour les affaires intérieures, il y avait les efforts, c'est-à-dire les surveillants en Sparte, qui pouvaient mettre leur nez dedans. En revanche, pour tout ce qui concerne les relations extérieures, ce que nous appelons les affaires étrangères, et tout ce qui concerne la défense, les aspects militaires, là, les cités périèques étaient complètement sous la dépendance de Sparte. C'est bien pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que les cités périèques, ce sont des cités vassales. Ce sont des cités vassales de Sparte. Alors le terme liberté, bon, chez nous, liberté, ça vient d'un mot latin qui est libertas. Hein? Mais en grec, la liberté, ça se dit, ça s'écrit eleutheria. En grec moderne, on dit maintenant eleftheria. Eleftheria. Hein? Eleutheria. Donc là, alors, je le prononce en grec moderne, mais dans le grec ancien, on disait autonomia, hein, mais comme le ypsilon, ça se prononce comme un V, dans le grec moderne, on dit autonomia. En grec moderne, autonomia, et alors on ne dit pas eleutheria, on dit eleftheria, puisque le ypsilon, ça se prononce comme un V, eleftheria. Ça? Donc, ces deux termes, autonomia, et d'autre part, eleutheria, ces deux concepts-là renvoient d'une part à l'autonomie interne, et d'autre part à l'absence. Non, eleutheria, ça veut dire la liberté, mais les cités périèques n'ont pas la liberté, donc ils sont dépendants pour tout ce qui est extérieur. Comment on appellerait ça, à l'heure actuelle, le statut des cités périèques?
On appellerait ça un protectorat. Autrement dit, les cités périèques, ce sont des protectorats qui dépendent. Ce ne sont pas des colonies. Ce ne sont pas des colonies. Ce sont en fait des protectorats. Ce sont des États satellites, comme on le disait pour les États d'Europe centrale à l'époque de l'Union soviétique. La Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, c'est des États satellites. Ils s'organisaient à l'intérieur, dans la mesure où ils étaient quand même dans la ligne de Moscou, sur le plan communiste, au niveau de la doctrine, mais ils n'avaient rien à dire sur le plan militaire ou pour les affaires étrangères. Là, tout était décidé à Moscou, ou pratiquement, même s'il y a certains États qui ont essayé de montrer leurs différences, mais qui étaient épouvantables sur le plan intérieur. C'était le cas de la Roumanie de Ceausescu. Hein, dans ce cas-là, ben voilà, il voulait montrer qu'il était copain avec des gens qui n'étaient pas spécialement amis avec l'URSS, mais c'était une dictature épouvantable sur place. Voilà. Donc vous retenez bien les deux concepts. Si on devait aujourd'hui donner d'exemples de cités périèques, en tout cas pour le XXe siècle, il y aurait, par exemple, comme protectorat. Vous savez qu'un protectorat, c'est un statut, je dirais, intermédiaire entre une colonie et un État tout à fait indépendant. Hein? Ça veut dire que dans un protectorat, vous avez l'autonomie interne, mais sur le plan externe, vous n'avez rien à dire. Ben, c'était le cas du Maroc ou de la Tunisie, jusqu'à l'indépendance. Ce n'étaient pas des colonies, c'était des protectorats. Si vous prenez le cas du Congo belge, là c'était une colonie. Si vous prenez tous ces territoires qui sont devenus indépendants en Afrique occidentale ou en Afrique centrale et qui dépendaient de la France, là c'était des colonies. Tandis que le cas de la Tunisie et du Maroc, on pourrait dire que c'était l'équivalent, évidemment c'est tout à fait anachronique, hein, parce que ce n'est pas la même chose, mais ils avaient un statut équivalent à celui des cités périèques par rapport à la France. Entendu? Je tiens à insister là-dessus, hein, parce que dans les manuels scolaires, ce n'est pas expliqué comme je l'explique. Donc vous ne trouverez nulle part l'explication que je vous donne. Et pourtant, c'est celle qui est le plus proche de la réalité, même si on ne peut jamais trouver un équivalent, vous pensez bien, à 2500 ans de distance, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Voilà. Maintenant, comme il y a une dépendance pour les affaires étrangères et sur le plan militaire, il y a la contribution en termes de contingent lorsque les Spartiates font la guerre. Souvenez-vous du premier texte que je vous ai lu, d'Hérodote, dans le livre 7. Vous vous souvenez? Quand le roi des rois, le roi perse, interroge un ancien roi spartiate et lui dit ben, finalement, c'est quoi l'armée spartiate, quel genre de gens, est-ce que ce sont des gens forts, pas forts, etc. Et le roi lui répond, le roi spartiate, l'ancien roi spartiate lui répond, voilà, chez nous, hein, c'est quand même quelqu'un de cette région-là, il dit, il faut distinguer les Lacédémoniens des Spartiates, et les Spartiates, ce sont ceux qui sont dans la ville, au fond, et les Lacédémoniens, ce sont les Spartiates, plus tous ceux hein, qui appartiennent à la périphérie, encore un mot, hein, vous avez le préfixe qui est péri, hein, la périphérie. Et ce sont en fait les cités périèques. Les habitants des cités périèques, ce sont des Lacédémoniens, mais ce ne sont pas des Spartiates. Ça va? Alors maintenant, j'arrive à la conclusion qui me semble, par définition, importante. Je vais essayer de résumer tout ce que j'ai dit dans quelques lignes seulement, en quelques lignes, avant de vous montrer la bibliographie. Sparte est donc une cité qui est extrêmement intéressante à étudier. C'est une cité qui est très importante, très intéressante à étudier parce qu'elle se trouve, je dirais, à mi-chemin entre la vision que l'on a d'une société tribale ou clanique telle que les anthropologues peuvent les étudier,
d'autre part, une cité antique qui relève davantage de l'histoire. Je vous ai expliqué que sur le plan archéologique, on a très peu de choses. En revanche, on a des textes. Pour aborder une cité comme Sparte, on doit donc lire ce que les anciens auteurs ont écrit. Il faut donc s'armer d'un outil particulier qui est la philologie, et c'est la raison pour laquelle je fais souvent référence ici à l'étymologie, pour essayer de comprendre les mots. Donc là, c'est vraiment pour vous initier à ce genre de démarche, posez-vous la question, que signifie ce mot-là à cette époque-là, parce que les mots évoluent. Un mot peut avoir un sens à une époque et un sens tout à fait différent à une autre époque. Et il faut réfléchir également à la racine du mot. Bon, d'autant plus que quand on parle français, on croit parler français, mais en fait on parle pas français. On parle du latin, du grec, hein, à, je dirais, à plus de 90%. Côté de ça, il y a des mots italiens, anglais, tout ce que vous voulez, même arabe. Hein, mais nous parlons en plus de 90%, nous parlons en fait du gréco-latin. Parce que le latin a pris beaucoup de mots au grec, justement. En plus, ce sont deux langues qui appartiennent à la même famille indo-européenne, hein, faut pas oublier. Donc, il faut faire de la philologie, et donc, ensuite, il faut faire de l'histoire, comme j'essaie de vous l'apprendre dans mes cours de critique historique. Donc, on doit se poser des tas de questions sur le contenu des textes, se poser la question sur l'intention des auteurs, pourquoi tel auteur a écrit telle ou telle chose, avait-il une idée derrière la tête, et même s'il n'avait pas une idée derrière la tête, inconsciemment, il est le produit, en tout cas, d'une société à un moment donné, et d'un lieu, c'est inévitable. Ça, c'est sur l'aspect heuristique, c'est-à-dire le problème des sources. On doit, quand on étudie donc la société spartiate, s'armer également d'outils disciplinaires issus de la psychanalyse et de l'anthropologie. J'espère en avoir fait la démonstration ici, quand j'ai parlé des rapports entre les ilotes et leurs maîtres. L'anthropologie, j'ai évoqué quand même toute une série d'éléments, par exemple au Syssitia. Alors, de quel type de société s'agit-il? On est bien entré dans l'histoire, c'est-à-dire la révolution néolithique a bien eu lieu, et ça je ne vous l'apprends pas, mais la révolution néolithique entraîne toute une série de changements sociétaux, économiques, juridiques, religieux. Je vous ai expliqué que cette révolution néolithique, moi je considère qu'elle est beaucoup plus importante que la révolution industrielle. Pour moi, c'est la grande révolution dans l'histoire de l'humanité. Ici, on est face à quel type de société? On est bien dans une société issue de la révolution néolithique. C'est une société de paysans, puisqu'on voit que les ressources des Spartiates sont liées à l'exploitation de la terre. Donc c'est une société rurale, guerrière, mais rurale. Ça c'est sûr. C'est une société où il y a une opposition structurelle entre les dominés et les dominants. Les dominants, ce sont les Spartiates. Les dominés, il y a deux catégories. Il y en a une qui, en tout cas, est très clairement dans cette catégorie. Ce sont les ilotes. Et je vous ai expliqué qu'il s'agit vraiment d'une opposition, parce qu'il y a un phénomène de soumission, mais cette soumission, elle a ses limites. Et il y a eu des révoltes dont il est question dans les textes, je ne les ai pas lus ici parce que j'ai fait une leçon là-dessus, sur les révoltes des ilotes, pour celles qui ont eu lieu. Donc c'est une société marquée, par la domination. Deuxième caractéristique de cette société, après la domination, c'est une société d'exploitation. D'exploitation d'une classe par une autre.
classe par une autre. C'est vraiment des classes. Hein. Et la troisième caractéristique, c'est une société qui fonctionne grâce à l'aliénation. C'est-à-dire que ces paysans ilotes finissent, pour survivre, on pourrait dire que c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est ce que c'est, hein, c'est quand vous êtes, par exemple, pendant 10 ans dans une cave, hein, le père vous enferme dans une cave où, même parce que ça existait, hein, et viole sa fille de temps en temps, dont il a des enfants, la fille ne sort jamais de la cave, et elle continue à aimer son père. Voilà. Alors pourquoi? Pour des raisons psychiatriques, c'est que si vous ne vous mettez pas psychologiquement dans cette situation-là, vous devenez folle. Donc il y a une sorte de relation symbiotique qui s'installe entre, j'allais dire le bon, entre le méchant et sa victime. C'est que pour survivre psychologiquement, ben, vous devez adhérer aux valeurs du dominant. Ben, c'est le cas aussi pour des personnes qui sont comment dirais-je, qui ont fait l'objet d'un rapt, qui sont enfermés, qui après 6 mois, 1 an, ben, finissent par rentrer dans le jeu de celui qui les a kidnappés. Il y a des choses qui paraissent invraisemblables. Je pense avec une affaire qui remonte à bien longtemps, c'est l'affaire de Patricia Smith, hein, qui était la fille d'un milliardaire, qui avait été kidnappée par des gens qui voulaient une grande rançon, et puis qui finalement, hein, est rentrée dans le jeu de ces gens qui voulaient de ces révolutionnaires qui voulaient une rançon, et elle est elle-même devenue une révolutionnaire, alors qu'elle avait été kidnappée. Oui, c'est un mécanisme psychologique que l'on relève. Donc vous avez bien retenu ces 3 éléments. C'est une société de domination, c'est une société d'exploitation, et c'est une société où règne l'aliénation. Être aliéné, c'est devenir étranger à soi-même. Hein. Alienus, c'est ce que ça veut dire en latin. Voilà. Je vous montre maintenant les ouvrages que j'ai apportés, plus les sources puisque vous les connaissez. Alors, un article tout à fait essentiel qui s'intitule Sparte et la société spartiate. C'est un article qui fait 25 pages et qui se trouve dans Économie et société en Grèce ancienne, dans la collection Point Histoire au Seuil. C'est un excellent recueil d'articles et qui a pour auteur un des plus grands spécialistes de la Grèce ancienne. Il est décédé maintenant, il est mort donc en 1986. Il s'appelle Moses Philly. Voilà. Alors, l'ouvrage qui me semble encore être l'ouvrage de référence sur Sparte, c'est celui de Edmond Lévy, Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine. Collection Point au Seuil, toujours Point Histoire. Alors, d'Yvon Garland, Les esclaves en Grèce ancienne, édition de la découverte. Et enfin, une anthologie dirigée par Alain Besançon, L'histoire psychanalytique, une anthologie, publiée chez Mouton, et vous avez donc l'article de Georges Devreux dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été publié en 1965 dans une grande revue historique française qui s'appelle Les Annales, La psychanalyse et l'histoire, une application à l'histoire de Sparte. J'ai dit.